Alors Serge Dussotal Des hôtels. Des hôtels. Bonjour. Cette vidéo est réalisée dans le cadre d'entretiens sur la question du relogement de Lamartine, de la friche artistique Lamartine, située dans le 3e arrondissement, à Lyon. C'est enregistré dans les conditions du direct, sans montage, sans coupure. C'est important de dire que tout ce qui sera dit ici n'engage pas la parole du collectif. C'est ta parole à toi. Voilà, qui es-tu ? Donc, je suis Serge Des hôtels. Je suis un musicien, on va dire musicien classique, ou en tout cas avec une formation classique. J'ai suivi un petit peu le cursus normal d'un musicien classique qui était plutôt destiné à jouer dans un orchestre symphonique, on va dire. Je joue en plus un instrument, le cor, qui est un instrument qui est vraiment orienté vraiment vers la musique classique et la musique d'orchestre. Et puis, voilà, j'ai fait mes études à Lyon. Je me suis retrouvé un petit peu par hasard à Lyon. Je suis resté après mes études pour faire des projets de plus en plus loin de ma formation d'origine, on va dire, de plus en plus originaux, ou en tout cas pas forcément dans ce que j'imaginais au départ. Et voilà, petit à petit, ça s'est élargi tout ça. Notamment, une des rencontres que j'ai faites, c'est celle de Odyssée, Ensemble et Compagnie, qui est une compagnie de théâtre musical avec laquelle je suis situé. Enfin, on a nos locales de répétition ici à la Friche. Est-ce que tu as fondé ou pas Non, en fait, j'étais pas à l'origine de cette formation. Cette formation, elle a 32 ans. Moi, je suis arrivé il y a 25 ans. Donc, en fait, ils s'étaient formés, eux, au CNR de Lyon. Comme moi, je suis originaire d'une autre ville, je les ai connus au CNSM, là où on a fait nos études professionnelles. Et c'est à partir du moment où on est devenu professionnel, à peu près un petit peu tous en même temps, où cette compagnie, bon, c'est une compagnie de théâtre musical, mais en même temps, c'est devenu un petit peu la compagnie qui a jalonné toute notre vie. Du coup, ça fait 30 ans voilà, qu'on est dans cette aventure-là. Ça nous a... Enfin, c'est un peu notre projet, notre aventure, même si tous, en dehors, on a plein de projets personnels, on a plein de projets très, très différents d'ailleurs les uns des autres. Certains beaucoup plus vers le domaine du classique, des fois vers d'autres domaines, du spectacle vivant, voire d'autres choses. Donc en fait, voilà, on se retrouve votre camp de base, quoi. Voilà, c'est un peu une bande de copains au départ, et puis petit à petit, ça s'est professionnalisé. C'est devenu même au moins la moitié de notre activité professionnelle, et même d'un point de vue financier, quoi. C'est notre assise. On a maintenant 2 personnes qui travaillent pour nous à l'administration, on a des techniciens. Enfin, voilà, on a suivi notre petit bonhomme de chemin. On est parti d'une bande de copains et étudiants au conservatoire, après étudiants à la fin du conservatoire, puis jeunes professionnels, etc. Et puis au fur et à mesure, on a fait des projets. Et on s'est retrouvés dans un lieu comme celui-ci, par hasard ou pas, ça c'est... Alors justement, allons dans le dur, une Ouais. friche artistique, plutôt sur le côté symbolique. Ouais. Qu'est-ce qu'une friche artistique ? Pour moi, ce qui est intéressant dans une friche artistique, c'est que c'est un lieu qui n'est au départ pas fait pour l'art. Donc il ne donne pas une grille de lecture, on va dire, avant même qu'on fasse quoi que ce soit dans ce lieu. C'est un lieu ouvert qui n'est pas hyper accueillant, on va dire, pour des artistes. Il fait souvent un peu froid. Enfin, c'est un lieu en friche, comme son nom l'indique. Donc tout reste à faire. Et il n'y a pas les catégorisations. En plus, c'est vrai que peut-être en venant de ce milieu classique où toutes les choses sont déjà extrêmement formatées, mais je vois, en fait, c'est comme ça dans la plupart des domaines et des catégories du spectacle vivant. On est dans une catégorie particulière et on a des outils qui vont avec, mais sans qu'on s'en rende compte, en fait, ces outils, ils influent sur le résultat et sur l'originalité du résultat. Et on va dire que l'avantage d'une friche, pour moi, en tant qu'artiste, c'est que c'est un lieu ouvert. Voilà, un lieu qui ne prédispose pas à un certain type d'activité. Tu dis ça, enfin tu dis qu'une friche, en fait, c'est pas pensé comme ça au départ parce qu'en fait, ça vient des industrialisations, je vais y arriver, j'arrive pas à le dire, et que du coup, c'est pas pensé en fait pour les artistes au départ. Ouais. Et que c'est redonné dans cette direction-là. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ça ? Est-ce que ça a un impact, en fait, ça, d'une certaine façon Oui, alors il y a un peu le côté symbolique, même s'il est plutôt au départ un peu anecdotique. En tout cas, effectivement, c'est un lieu qui était lié à l'industrie. Et puis, à un moment donné, pour des raisons X ou Y, en tout cas, cette industrie déserte ce lieu-là. Et ce lieu-là n'a plus aucune utilité. Il utilise un espace, en plus on est dans une ville généralement, donc un espace qui éventuellement a une valeur marchande. Et cet espace, on ne sait pas trop quoi en faire. Et voilà. Et des artistes l'investissent
Mais pour moi, ce qui m'intéresse justement, c'est dans le sens où on investit un lieu qui n'est pas... C'est pas comme si tout d'un coup, il y avait tel auditorium ou tel opéra ou tel cinéma qui se libère et qui oriente vers qu'est-ce qu'on va y faire. Là, l'avantage, c'est tellement inadapté que tout ce qu'on va devoir y faire, de toute façon, il va falloir qu'on le construise, qu'on le fasse et qu'on l'imagine. Ok, et ça c'est pour une friche de façon globale. La friche Lamartine, aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'elle existe. Qu'est-ce que tu peux en dire? Comment tu es arrivé ici? Tu as eu un passé avec RVI, il me semble. Alors avec Odyssée, en fait, on s'est retrouvé à RVI un petit peu par des chemins détournés, mais en 2004, donc assez peu de temps après que ça ait commencé vraiment. Au départ, c'était un squat artistique, donc il y avait un côté plus... c'était beaucoup plus grand, enfin, c'était pas du tout le même genre d'activité. Nous, on avait une salle de répétition qu'on s'était construite dans un coin. Et puis on est resté pendant les 6 ans qui ont resté de la vie de RVI. Et puis cette grande friche RVI a été finalement détruite. Et on s'est retrouvé dans les discussions de où est-ce qu'on va aller, etc. Ça a été un très grand brassage de tas d'artistes, et pas que des artistes d'ailleurs qui étaient à RVI, de savoir qu'est-ce qu'on venait faire dans un lieu comme ici, qui était beaucoup plus petit justement. Est-ce que c'était souhaitable? Est-ce que c'était les relations avec... Jusqu'ici, les relations avec la ville étaient un petit peu distantes, et puis tout d'un coup, là, ça s'est retrouvé être un interlocuteur important. Enfin, beaucoup de choses se sont énormément décantées entre 2009, je dirais, à partir du moment où la ville a dit bon, bah, de toute façon, on va détruire l'ancien site et on va aller vers ce nouveau... Enfin, le nouveau bâtiment a été connu très tard. Donc déjà, il y a eu énormément de discussions qui étaient un petit peu dans l'abstrait au départ. C'est qu'est-ce qu'on ferait ailleurs? Et puis finalement, la ville nous a trouvé ce bâtiment qui était par certains aspects complètement inadapté, en tout cas par rapport... qui était tellement différent que pour certaines activités, il était complètement inadapté. Pour d'autres, à l'usage, il s'est avéré plus adapté que ce qu'était RVI. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un groupe de personnes qui a complètement évolué dans sa manière de s'organiser, dans la manière de s'entendre entre eux, de construire des choses, parce que on a changé de lieu. Et là, la question de départ sur les friches, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le bâtiment, on a un petit peu des rêves en tête, ou en tout cas tous des systèmes d'organisation vers lesquels on a envie de tendre, qui sont assez différents les uns des autres, mais en tout cas, on a tous quelque chose comme ça en tête au départ. Et quand on a connu un premier changement de cette sorte-là, on se rend compte que finalement, le bâtiment, qui lui ne pense pas, on va dire, il n'a pas de rêve, en fait, il influe beaucoup sur qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là. C'est la nature du bâtiment, les espaces, enfin tout. Et du coup, la singularité, est-ce que tu connais d'autres friches particulièrement? Est-ce que tu es familier avec d'autres friches artistiques En fait, je m'y suis intéressé après, au départ, en venant de la musique classique, pas du tout. À partir de 2004, les hasards, ou un petit peu, parce que du coup, je me suis retrouvé assez vite à être un petit peu... alors, pas tellement à RVI, mais ici, à être dans l'organisation, etc. Donc, à discuter avec d'autres gens qui venaient d'autres friches, à me rendre compte petit à petit, effectivement, de ce que je disais tout à l'heure, c'est que chaque friche est un peu une aventure particulière, et que, en fonction des gens qui y sont, en fonction du bâtiment, etc., on n'arrive pas du tout aux mêmes choses, et je trouve ça plutôt très bien. C'est pour ça que j'ai une toute petite... je ne vais pas dire que c'est une réticence, parce qu'en même temps, je comprends que c'est très bien de se concerter, d'essayer de faire vivre des choses ensemble avec les autres friches. Et en même temps, je me dis, en tout cas, n'essayons surtout pas de perdre notre originalité, n'essayons pas de trouver quel serait notre modèle, parce que finalement, c'est bien de ne pas avoir trop de modèles. Parce que ce modèle, on se l'invente. Voilà, on se l'invente au fur et à mesure. En plus, non seulement on se l'invente, mais j'allais dire, il s'invente aussi pour nous. Il y a un petit peu ce qu'on est les uns les autres, les discussions qui sortent, qui parfois paraissent complètement stériles. Et puis, d'une discussion stérile va sortir une idée qui éventuellement s'avère féconde, ou inversement d'ailleurs des fois. Enfin voilà, il y a les gens. Moi, ce que je crois beaucoup, c'est les gens qui font le projet, et puis le lieu. Voilà. Et que finalement, toutes ce qui sont nos idées préconçues, c'est ça, je me suis rendu compte en changeant de lieu, en fait, finalement, elles alourdissent plutôt le projet. C'est-à-dire qu'en fait, de partir d'RVI avec des idées préconçues de qu'est-ce qu'on allait faire à Lamartine, ça nous a fait plutôt perdre du temps. Tu veux dire que la projection que tu en faisais sur cet espace-là, quand vous avez quitté RVI, ouais. Tu t'es rendu compte qu'en fait c'était une énergie inutile de le penser. En fait, il fallait plutôt faire sur le moment, en fait, dès en fait, j'ai un petit peu cette impression-là. Alors après, c'est pas à 100%. Enfin, ça serait complètement
on va dire, je ne suis pas extrémiste. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, dans les questions du relogement, on y viendra après. Bien sûr, tu auras certainement quelque chose à y dire par rapport à ça, vu que tu as déjà cette expérience-là. Ouais. En tout cas, c'est vrai que la manière, bon, j'anticipe un tout petit peu, mais la manière dont je vois le prochain déménagement est complètement, sans doute, changée par rapport à ce que ça aurait été si je n'avais pas connu le déménagement précédent. Bien entendu. Voilà, parce que du coup, ce genre d'idée m'est venu, enfin d'idées, de constats et de ma manière de voir les choses a un petit peu changé. Ça y est, elle est morte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper et puis on reprend dès que j'ai remis l'ampoule, d'accord? C'est ce qu'on avait dit. Tu parlais de l'originalité de la friche Lamartine. Qu'est-ce qui pour toi en fait fait... en quoi elle est originale cette friche artistique? Alors, une fois de plus, je ne connais pas si bien que ça les autres friches, quasiment volontairement. Donc finalement, son originalité, ça serait par rapport à d'autres friches. Donc finalement, je n'en sais rien. Ce que je sais, par contre, c'est tout ce qu'on peut y faire. Et celle que je connaissais bien, effectivement, c'était RVI. Donc en quoi elle est originale par rapport à l'ancien modèle dans lequel j'ai vécu, que je connais mieux de l'intérieur que d'autres friches, que je connais un petit peu de l'extérieur. Mais une fois de plus, pas tant que ça. Et ben justement, est-ce que tu peux nous la décrire, toi? Ce que je veux dire, c'est que décrire la friche Lamartine comme tu la perçois, et je pense aussi d'intéressant de glisser aussi sur le collectif Lamartine, ce qui n'était pas du tout le cas en fait au début de la friche Lamartine, qui était un bâtiment avec 6 ou 7 conglomérats d'associations de compagnies en fait qui se sont mis en place ici, qui se sont divisés les lieux. Et au fur et à mesure de ces 8 années d'expérience, il y a quelque chose de l'ordre d'une mentale commune en fait qui s'est créée. Est-ce que tu peux en parler de ça? Oui. Oui, alors c'est là que peut-être il y a une originalité, en tout cas pour moi, effectivement, c'était plutôt des collectifs, des gens qui étaient par groupe. Et tout de suite ici, effectivement, le bâtiment est beaucoup plus petit, il est étagé, on va dire que on est beaucoup plus proches les uns des autres. Alors, l'idée de proximité, elle a des avantages, des inconvénients. Il y a un côté de promiscuité aussi, qui peut être par moments lourde, etc. On se retrouve, qu'on le veuille ou non, finalement, à croiser tout le monde. Moi, j'ai découvert, par exemple, au moment du relogement, que certaines personnes qui travaillaient beaucoup, pourtant, et depuis aussi longtemps que moi, à RVI, je ne les avais jamais croisées. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs hectares, etc. Il y en avait des gens qui rentraient par l'autre côté, on ne se voyait quasiment pas. Alors qu'ici, en gros, on ne peut pas faire autrement. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Et tout de suite, il y a eu, et j'ai été plutôt assez moteur de ce côté-là, enfin parmi d'autres bien sûr, mais en tout cas avec cette volonté de faire que ça s'adapte au bâtiment. C'est-à-dire que du coup, il y a une association unitaire qui représente ce lieu qui était beaucoup plus unitaire que ce qu'étaient les différents bâtiments qu'il y avait RVI. Donc, une fois de plus, l'idée d'adapter l'organisation aux circonstances, on va dire tout simplement. Et donc, ces circonstances faisaient que sur 3 niveaux assez petits, 3500 m², en tout, ça peut paraître assez grand comme chiffre, mais en fait, finalement, pour tout le monde qui est là, c'est pas si grand que ça. D'ailleurs, au départ, il y a eu beaucoup de querelles et de voisinage au niveau du son, mais aussi de fantasmagories sur le nombre de mètres carrés qu'on avait avant et combien on a récupéré ici. Voilà. Et du coup, il y a eu cette idée de construire et de créer, parce qu'il n'y en avait pas, une association qui regroupe tout le monde. Donc ça s'est créé avec, on va dire, toutes sortes, là pour l'idée du collectif, justement, c'est-à-dire que tout le monde ne s'y retrouvait pas au début. Pour certains, il était souhaitable que cette association reste simplement une association qui gérerait la facture d'eau pour la répartir entre les différents collectifs, et d'autres qui avaient, dès le départ, une idée beaucoup plus de réussir à pouvoir, par exemple, de parler d'une seule voix avec des interlocuteurs extérieurs, soit des interlocuteurs politiques, mais ça peut être aussi artistique ou quoi. Il y avait cette idée d'adapter, on va dire, notre organisation à la circonstance qui faisait qu'on était dans un bâtiment unitaire. Alors ça, on va dire, ça a marché. Bon, il y a eu un petit peu, un certain nombre, soit de résistants, soit des gens qui se sentaient plus ou moins concernés. Après, petit à petit, cette association, tout le monde a senti qu'elle a été suffisamment bénéfique à chacun pour que les anciens collectifs, petit à petit, se dissolvent. Et puis, on s'est retrouvé avec la situation actuelle où il y a une association qui représente à peu près toutes les activités qui sont... Enfin, pas à peu près, complètement. Toutes les personnes qui rentrent dans le bâtiment sont membres de cette association. Et après, il y a des gens, il y a bien sûr des affinités, tout ça, et c'est très, très, très bien comme ça. Mais on va dire qu'il y a une seule association qui représente
tout ce monde-là. Est-ce que tu penses que ça a permis d'instaurer un dialogue plus serein, plus constructif en fait avec la ville? Notamment avec la ville. Aussi à l'intérieur, ça faisait un endroit aussi pour discuter entre nous des choses. On s'était rendu compte qu'on avait un certain nombre d'incompréhensions, enfin qui étaient éventuellement certaines parce qu'on n'avait pas les mêmes manières de faire, certaines qui étaient, on va dire, irréductibles dans le sens où on n'a pas la même opinion sur un certain nombre de choses et ça peut perdurer. Mais par contre, il y a un endroit pour le dire, il y a un endroit pour en discuter. Parlons-en justement de la gouvernance de la Friche Lamartine. Pour rappeler les choses, on a un bureau collégial. C'est ça. Donc un certain nombre de personnes, 6 à 8 personnes en fait. Il n'y a pas de président, secrétaire, trésorier. C'est ça. On est sur quelque chose qui est quand même plus enfin voilà, sur un bureau collégial. Est-ce que tu peux en parler de ça? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui te semble essentiel sur un mode de fonctionnement comme on a? Est-ce que c'est une expérience aussi des gens qui composent l'association qui fait que ils construisent aussi ce mode de gouvernance? Est-ce que tu peux en parler de ça? Oui, je peux en parler. Donc en fait, oui, cette gouvernance, elle s'est construite petit à petit. D'ailleurs, il y a eu, avant d'arriver au système actuel, qui est par certains aspects un petit peu fleuri avec ce qu'on appelle les GDT. Enfin, il y a tout un système avec des pouvoirs contre pouvoirs, avec des choses dont les compétences, ou en tout cas la légitimité, est pour certaines très claire, pour d'autres un peu moins claire, mais bon, ça fait partie de tout projet humain, je pense. Et un certain nombre de ces fonctionnements sont le résultat d'une histoire qui a fait que certains trucs ont été un petit peu des... je dirais pas des impasses, mais des choses qui n'ont pas abouti dans l'organisation actuelle, mais qui existent encore sous forme un petit peu comme l'appendice qu'on a, enfin des bouts comme ça, qui sont plutôt une mémoire un petit peu floue d'étapes antérieures dans la construction de l'organisation. En tout cas, tout ça fait qu'on arrive à effectivement ce genre d'organisation avec ce bureau collégial. Moi, au départ, et je reste à peu près là-dessus, je pense que on parlait tout à l'heure d'interlocution avec l'extérieur. Je pense que pour représenter la friche en interne, d'avoir un bureau collégial fait de personnes qui sont à peu près égales, etc., c'est très très bien. En revanche, en représentation extérieure, je pense qu'il nous manque cette clarté, cette lisibilité que donnerait un bureau, on va dire, d'une association loi de Pourquoi 1905 avec un président. Tout simplement parce que la plupart des interlocuteurs extérieurs sont habitués à travailler comme ça. Ils ont besoin d'un interlocuteur qui est une personne. Et en fait, contrairement à ce qu'on croit, les institutions ne parlent pas entre institutions. En fait, c'est un individu qui parle avec un individu. À un moment, ils vont se faire confiance ou pas. À un moment, des choses vont se créer. Après, à chacun de représenter le mieux qu'il peut, mais moi je crois à la représentation, alors après ça c'est voilà, ça élargit les choses d'un point de vue politique, mais en tout cas, je pense que ça ne trahirait pas. Après, je pense qu'en interne, d'être organisé d'une manière assez horizontale, c'est plutôt bien. En revanche, je pense qu'on perd en efficacité et de choses qu'on aurait pu avoir, par exemple, et qu'on n'a pas eu ici, à cause de cette petite méfiance que donne ce côté on ne sait pas qui est responsable dans un lieu comme ça. Je parle pour l'extérieur. Après, c'est vrai que la ville, en fait, au fur et à mesure des années de la Friche Lamartine, il y a eu différents interlocuteurs parce que le poste était occupé, on va dire, il y a toujours eu 1 ou 2 personnes en fait, qui représentaient la Friche Lamartine dans les réunions avec la ville. Est-ce que tu penses que ça nuit réellement dans le sens où les personnes qui avaient ce poste-là à un moment donné, en fait, étaient porteurs de la parole du collectif Lamartine? En quoi, enfin ce que je veux dire, ma question c'est en quoi d'avoir un interlocuteur unique, alors j'entends bien faciliter les choses et voilà, là, au bout d'un moment on se connaît et puis ça va plus vite en termes d'interaction, de prise de décision. Mais justement, est-ce que tu penses que la Friche Lamartine, le fait qu'elle expérimente aussi ce mode de gouvernance-là et d'imposer d'une certaine façon notre mode de fonctionnement qui est quand même d'une certaine façon très démocratique, il me semble, plutôt que quelque chose de très vertical. Est-ce que ça, tu penses qu'on perd en efficacité là-dessus? Est-ce que tu penses qu'on gagne quelque chose aussi? Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'en interne, on a une organisation qui nous ressemble plus, mais en revanche, et parce qu'après, on va peut-être en parler pour le truc, mais sur la conception que j'ai justement d'une friche, c'est de donner un maximum de possibilités aux artistes qui sont là. Et pour moi, le projet démocratique, pour moi, tout le monde a le droit d'avoir des projets politiques, mais pour moi, justement, c'est ça, c'est que je ne veux pas obliger quelqu'un d'autre. Dans cette espèce d'organisation, justement, à un moment, il y a une organisation, on n'a pas le choix, il n'y en a qu'une à la fois, et donc, on va dire, c'est la majorité qui l'emporte. Or, pour moi,
il faudrait plus que la spécificité de chacun soit respectée et qu'en fait, chacun, sa légitimité d'être ici, ce soit plus son activité artistique, parce qu'on est dans une friche artistique et que c'est notre objet premier. Et que du coup, de temps en temps, en voulant avoir une représentation qui nous ressemble trop, en fait, on met la représentation avant tout simplement l'activité artistique qui est en fait l'objet premier, pourquoi on est là. On n'est pas dans une société ici, il n'y a pas tout à refaire le monde, entre guillemets. Je pense que, en fait, justement, en tant qu'artiste, on est beaucoup plus apte à refaire le monde par notre art que par l'organisation qu'on va mettre en route et qui, politiquement, n'est pas forcément beaucoup plus originale que celle d'autres. Et on va dire qu'il y a des partis politiques qui existent, qui ont différents modes de pensée, et c'est très bien comme ça. Et je pense qu'on n'a pas à se transformer entre guillemets, en parti politique, à expliquer aux autres comment on s'organise mieux qu'eux. Voilà, c'est un petit peu ce côté-là qui, de temps en temps, est un petit peu en porte-à-faux par rapport à ça. J'entends, mais en quoi elle est politique, une friche artistique ? Eh ben, pour moi, elle est politique justement dans le sens où, tout ce que je disais au début, c'est-à-dire que dans une friche artistique, il y a, en tout cas, tel que je l'imagine, il n'y a pas de catégorisation entre les différents arts, etc. Donc ça, cette frontière floue entre les catégories d'art, mais aussi entre les catégories d'artistes, pour moi, ça, c'est très politique. C'est-à-dire que ça renvoie une image que justement, il y a des choses qui se créent ici, qui ne se seraient pas créées ailleurs, et ça, c'est de la politique. Et ce qu'on va créer, pour moi, ce qui est politique, c'est les œuvres artistiques qui sortent d'ici, qu'elles soient de spectacles vivants, d'art plastique, de n'importe quoi. Ça, c'est de la politique. Pour moi, c'est là qu'on est compétent parce que justement, on est des artistes. Alors que de dire on va faire une association qui va être beaucoup plus démocratique que les autres associations, je ne crois pas qu'on soit beaucoup plus doué que n'importe quelle personne qui s'intéresse beaucoup à la politique, parce que ce n'est pas notre compétence en fait. Et je pense qu'en fait, en tant qu'artiste, notre vraie compétence, et là où on va être réellement politique, c'est en faisant de l'art. Ce n'est pas en faisant de la politique. Après, c'est une conception personnelle. Ok, justement, tu disais qu'il y avait des objets de création qui sortaient de Lamartine, en fait, qui n'auraient pas pu se créer ailleurs. Tu peux en dire plus ? Parce que justement, on vient sur cette question, pour moi, de la transversalité du lieu avec l'artiste. En quoi une friche artistique va venir impacter l'artiste et du coup va faire des créations dans une friche artistique qui sera différente que dans un lieu privé, dans un atelier privé ou autre part ? La notion première qui vient, après il y a un certain nombre d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais le premier truc c'est qu'on croise plein d'autres artistes, une fois de plus, qu'on ne croiserait pas, parce qu'en fait le monde de l'art est assez catégorisé, assez cloisonné. Des fois, et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire d'Odyssée, on va voir beaucoup d'autres gens que ceux avec qui on aurait travaillé si on avait suivi notre cursus, on va dire, absolument normal. On allait travailler avec d'autres professionnels du spectacle vivant ou plasticiens, etc. Mais il n'empêche que pas avec une telle diversité, pas avec d'autres... Là, non seulement on rencontre des gens qui sont très loin de nous dans l'organisation économique simplement de leur art, mais aussi dans la professionnalisation qu'ils ont par rapport à ça, mais aussi dans les esthétiques après lesquelles ils courent. Et donc nous, éventuellement, des gens avec qui, au départ, on s'est dit, ou on se serait dit, bon, ben, je ne sais pas ce qu'on a à faire ensemble. Et finalement, on se rend compte petit à petit qu'en allant voir justement ce que font les autres artistes, moi, ce qui m'intéresse dans une friche comme celle-ci, c'est de voir ce que font les autres artistiquement. Et une fois de plus, je mets ça en avant, artistiquement. C'est-à-dire de savoir comment on est organisé. Une fois de plus, moi, je pense que c'est bien que ça nous ressemble, mais ce n'est pas l'objet premier. Pour moi, l'objet premier, c'est de voir les autres artistes, de discuter avec eux, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à un moment, mais ce n'est pas une obligation. Il y a des tas de gens ici avec qui je n'ai jamais rien fait artistiquement, mais il n'empêche qu'ils m'ont nourri, ils m'ont donné un imaginaire, etc. Et ça m'intéresse beaucoup. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut développer en fait, dans une friche. C'est justement cette interdisciplinarité, c'est cette possibilité voilà. de rencontre, en fait. C'est ça, de rencontre artistique et de pouvoir se retrouver dans un lieu commun. Une fois de plus, il y a des questions d'esthétique, mais pas que des questions d'esthétique. Il y a des questions d'organisation, il y a des questions de reconnaissance médiatique plus ou moins grande, de reconnaissance sociale, enfin, etc. Et tout ça est mélangé ici. On se retrouve effectivement à croiser des gens... Ce qui se passe d'ailleurs un petit peu entre guillemets dans la vraie vie, hein. Chacun est dans sa catégorie socio-professionnelle, on se rend compte finalement, des fois quand il y a des événements politiques ou quoi, on se retrouve à croiser des gens, on se rend compte qu'on ne les a jamais croisés. Là, artistiquement, c'est un peu, pour moi, l'intérêt d'une friche artistique, c'est ça, c'est qu'on croise des gens qu'on n'aurait jamais croisés naturellement.
Alors du coup, tu parlais des modèles économiques des uns des autres au sein Ouais. d'une friche. On en a trouvé un en commun pendant 8 ans, qui nous a permis d'avoir un modèle économique. Qui nous Oui, a- alors, pour moi, je fais deux choses différentes. Il y a le modèle économique des artistes et puis J'entends, le modèle j'entends. économique de la friche. J'entends, mais justement, c'est pour amener sur cette question-là, c'est le modèle économique de la friche Lamartine qui Ouais. nous a permis aujourd'hui d'avoir Maud, l'administratrice, Ouais. qui est là depuis 6-7 ans maintenant, Ouais. presque à ses débuts. Ce modèle économique, tu peux en parler un peu? Oui, bah, surtout que, en fait, ça n'a pas été simple en fait, d'arriver à ça. Ça a été un petit peu, je ne sais pas si c'est une bataille, mais un petit peu parce que justement, il y avait beaucoup de gens pour qui c'était un petit peu tabou d'avoir par exemple des salariés, d'avoir quelqu'un qu'on paye pour faire quelque chose à notre place. Parce que finalement, Maud, qui est coordinatrice, administratrice de tout ça, on peut avoir la conception que finalement, nous, on a une manière originale de voir les choses et que finalement, de déléguer ça à quelqu'un qui a une formation en administration, c'est une perte d'originalité, c'est une perte de fierté un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne va pas porter notre truc, etc. On délègue un petit peu et on paye quelqu'un pour le faire. Et en plus, il y a cette notion de salariat qui est un petit peu compliquée symboliquement, qui fait que voilà, on paye quelqu'un pour faire quelque chose à notre place. Alors ça a été très très compliqué, je me souviens, et puis finalement, c'est un débat qui est tombé... en tout cas, moi je suis dans la catégorie minoritaire des gens qui pensent qu'on pourrait déléguer des tas d'autres choses. Notamment, par exemple, pour beaucoup de gens, c'est tabou d'avoir quelqu'un qui est chargé de faire le ménage dans la friche. Parce que c'est un rapport socialement et symboliquement de supérieur hiérarchique, etc. Après, moi, je pense qu'on peut avoir du salariat sans avoir... C'est quand même très bien de créer des postes salariés. Et je suis pour, pour le faire quand on peut le faire. Et là, il se trouve qu'on a trouvé effectivement un modèle économique qui vit un petit peu sur un prix hyper modique du mètre carré, mais quand même, chaque artiste paye au mètre carré, quelque chose de modique, mais quand il y a 3500 mètres carrés, ça finit par faire quand même un petit budget. Après, en tant qu'individu, pour faire partie de l'association, il paye un petit quelque chose, là aussi assez symbolique, mais quand même, ça finit par faire des sommes, parce qu'on est quand même assez nombreux. Et puis, il y a des subventions de la ville de Lyon, notamment de la région, de la DRAC, etc. Tout ça est venu aussi par cette espèce d'organisation qui a fait qu'on a pu avoir une administratrice qui peut remplir les dossiers et puis qui donne une certaine confiance extérieure. Voilà. Tout ça fait que dans le modèle économique, il y a aussi de l'argent, des subventions. Pour l'instant, il n'y a pas eu, et je pense qu'il pourrait y avoir d'autres modèles, par exemple sur de l'argent privé. Je pense qu'on fait trop peur pour l'instant, par exemple, pour de l'argent privé, et peut-être que c'est tabou d'ailleurs pour certains. Et aussi, enfin, soit sous forme de mécénat, soit aussi sous forme ce qu'on appelle les sociétés civiles qui peuvent aider sur des projets, l'action artistique, de sociétés comme la SACEM, comme le truc, sur des projets. Ça, on ne l'a jamais fait. Je pense que ce n'est pas si simple que ça aussi à obtenir, parce que là aussi, il y a toute une symbolique à dépasser. Et puis on est aussi peut-être dans une case qu'ils n'ont pas, peut-être, non? Il y a quelque chose, les lieux intermédiaires comme les friches artistiques. Oui, alors après, voilà, il y a cette question de la alors, catégorisation. oui, c'est ça. Bien que ce soit de plus en plus reconnu, enfin, tout le monde maintenant sait à peu près qu'est-ce que c'est qu'un lieu intermédiaire, même c'est un peu mon problème, entre guillemets, c'est-à-dire que je pense que justement, c'est bien que ça reste en friche, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que de ne pas faire trop de catégorisation avec ça. Alors en même temps, c'est bien d'avoir une bagarre, une bataille pour que ce soit reconnu comme une catégorie existante, et je comprends effectivement tous les bénéfices qu'on pourrait en tirer. Et en même temps, c'est un lieu de liberté, et du coup, qui échappe un petit peu aux catégorisations. Je pense que c'est un bien aussi. Okay. Est-ce que je peux te demander de remettre ton micro? Ouais. Casse la gueule. Voilà. Comme ça? Oui, a priori, c'est vraiment. On arrive sur le relogement. Ouais. Donc, alors déjà, on devait partir en 2014. Ouais. Ça a été repoussé de 4 ans. Ouais. Enfin, on est en 2018 aujourd'hui et on est encore là. Donc c'est programmé pour qu'on soit définitivement plus là en septembre 2019, on va le dire à peu près comme ça. Qu'est-ce que tu peux en dire du relogement, toi? Alors, dès le départ, moi je pense que ce relogement... Attends, excuse-moi, le micro, il faudrait que tu... Juste que tu... Non, d'accord. Vas-y. Ça va là? Ouais, 1, 2, parfait, 1, 2. super. Bon. Le fait de changer de lieu, parce que je parlais tout à l'heure que le bâtiment en fait influe beaucoup plus sur le projet que ce qu'on pourrait imaginer, et que du coup, je pense que le fait de changer de bâtiment, changer de lieu, c'est plutôt quelque chose de très bien.
Après, bon. Et par contre, c'est très inconfortable, parce qu'effectivement, on finit par s'habituer. Ici, je me souviens, enfin, on aurait pu faire des enregistrements juste avant qu'on arrive ici. Pour 95% des gens, on allait vers un truc complètement invivable. D'ailleurs, même certaines compagnies ou quoi ont décidé de ne pas venir tellement ça allait être invivable, et qui, au bout de plusieurs mois, se sont rendus compte que d'abord, peut-être c'était vivable à l'intérieur, et que finalement, ce n'était pas facile non plus de trouver d'autres lieux ailleurs. Enfin, et du coup, il se trouve que c'est très vivable ici. Alors après, avec tous les défauts du lieu, etc., enfin, on s'habitue aux défauts, et puis le changement fait peur. En tout cas, le fait qu'on change, moi, je trouve ça plutôt bénéfique. Là, en plus, on va partir encore sur un autre modèle, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs lieux. Il va y avoir 3 lieux à deux bouts de la ville, on va dire. Donc une villa, une robinetterie, un ancien entrepôt, des bureaux, enfin des bâtiments très différents les uns des autres. Et ça nous oblige à partir vers l'inconnu, quoi qu'on veuille. Et je trouve justement que c'est ça qui est bien. On part vers un truc assez inconnu, là. Qu'est-ce qui va se passer à partir de septembre, je ne sais pas. Ici, effectivement, on est resté 8 ans, bientôt 9 ans, beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait imaginé. Et en fait, je me rends compte que les bâtiments, donc l'espace, joue là-dessus, mais le temps aussi. Effectivement, je pense que si on avait su au départ qu'on resterait 9 ans ici, je pense qu'on ne se serait pas organisé, on ne serait pas allé vers les mêmes choses exactement. Donc je pense que le temps, tout comme l'espace, joue aussi beaucoup sur le projet. Et le fait que dans les prochains lieux, on va avoir une visibilité beaucoup plus longue, a priori au moins 10-15 ans, ça va changer la manière dont on va investir le lieu, peut-être d'une manière un petit peu plus sereine sur les chantiers à faire, etc. Notamment, est-ce que tu penses que la friche Lamartine ne bénéficie pas en fait de l'ERP? Donc on va dire que l'accueil du public en fait se fait que dans des sorties de résidence, chose très conditionnée, on va dire. Est-ce que cette salle ERP qu'on devrait normalement avoir en fait à la robinetterie, est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose sur le collectif? Et si je peux te demander juste de tirer sur le câble, pour redescendre un peu le micro, parce qu'il n'arrête pas de redescendre. Ou alors je le mets sur. Ouais, il est plus dur celui-là. Parfait, super, très bien. Ça va? Ouais, super. Oui, alors l'histoire de l'ERP, ça, pour moi, c'est un truc qui était beaucoup moins anodin. Effectivement, quand on n'a pas d'ERP, ce qui est le cas ici, et où en plus, plusieurs fois, enfin c'est un peu la galère à chaque fois qu'on doit faire rentrer des gens, parce qu'il faut faire des autorisations exceptionnelles, etc., on en voit le côté négatif du fait d'être non ERP. Là, on va avoir un espace ERP, donc une salle ouverte, on pourra accueillir du public, bon, pas très grande. On va avoir la robinetterie qui est un ERP du point de vue des utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui seront les membres de la friche, ce qui n'est même pas le cas ici, on est encore sur un statut encore plus précaire ici. Et puis il va y avoir le bâtiment Tissot qui va ressembler au statut c'est le cas ici, vraiment le truc où on est à la limite d'ailleurs de la légalité pour savoir comment on rentre dans ce lieu-là. Alors le fait d'être non ERP, moi je trouve que ça avait un avantage, c'est qu'on n'avait pas d'obligation, entre guillemets, de montrer quelque chose de fini. Ici, c'est un lieu de fabrique artistique, c'est une friche, enfin justement là, pour moi, je fais un petit peu le lien symbolique, c'est un lieu où on fabriquait ici. Et ici, on fabrique de l'art, entre guillemets, et c'est pas du tout les mêmes besoins, les mêmes typologies, les mêmes engagements qu'on a quand on a un lieu qui montre de l'art, donc un lieu de diffusion artistique. Donc le RP, il peut s'avérer à long terme, je ne sais pas, mais ça fait partie des nouveautés qu'on va avoir là à gérer une fois qu'on sera dedans. C'est de gérer cet ERP-là et donc de montrer des choses de manière beaucoup plus régulière que ce qu'on le fait ici, où en gros c'est une fois par an, plus de temps en temps, une petite visite, mais en tout cas ça reste très... Alors ça aura l'avantage d'ouvrir plus sur l'extérieur, ça c'est toujours bien. Et par contre, on aura une sorte, qu'on le veuille ou non, ou en tout cas on risque d'avoir de se mettre nous-mêmes une sorte de pression de qu'est-ce qu'on va montrer. Et dans ce cas-là, on va rentrer dans une logique de un petit peu plus de lieux de diffusion. Alors après, ça peut être super aussi, parce qu'un lieu de diffusion, c'est super. Mais ça veut dire que, voilà, l'équation va changer à ce sujet-là. Bon, on verra. Tu disais tout à l'heure en fait qu'entre la friche Herveillé et la friche Lamartine, il y avait une forme de projection de ta part en fait sur la façon de se reloger, tout ça. Est-ce que donc du coup, pour revenir sur ce sujet-là, tu le fais
pas? Par exemple, là, tu n'imagines pas, en fait... C'est pas que j'imagine pas. Par contre, je pense que collectivement, on imagine trop. Ah, voilà. Actuellement. En tout cas, je suis plutôt en retrait par rapport à ça. Justement, parce que cette expérience fait que je pense qu'on n'a pas intérêt à avoir toute l'équation au moment où on rentre dans le truc. On a intérêt à laisser du flou dans tout ça. Pourquoi? Parce que justement, c'est une surprise, un bâtiment, en fait. C'est une surprise. Finalement, ici, il y avait des choses qui nous semblaient invivables et qui sont vivables, et d'autres qui restent très compliquées. Là, par exemple, je me caille, et ben, ça fait partie de ce lieu-là, et des trucs que je suis en train éventuellement de réfléchir pour un prochain lieu. Moi, petit à petit, j'ai appris à réfléchir justement d'une manière extrêmement pragmatique sur toutes ces choses-là. C'est-à-dire en me disant, avec un chauffage, en tout cas, on ne fait pas les mêmes choses dans un lieu que sans chauffage, ou en tout cas, et du coup, de réfléchir plutôt sur cette organisation, plutôt comment le bâtiment, qu'est-ce qu'on va en faire du bâtiment, plutôt que qu'est-ce qu'on va y faire et comment on va le faire. Où ça, je fais un petit peu plus confiance à l'humain, les affinités qui se font. Et là aussi, je trouve qu'on ne laisse pas, pour l'instant, assez de place aux affinités. Un tel a envie de travailler avec un tel. Oui, effectivement, il ne fait pas du tout le même type il n'a pas du tout le même type d'activité artistique, pas du tout, il travaille pour les mêmes gens, il n'a pas du tout le même type d'organisation économique ou je ne sais quoi. Mais en 9 ans d'histoire ici, il y a des affinités qui se sont créées. Et je pense que ça ne rentre pas assez dans l'équation, parce qu'effectivement, c'est très dur de rentrer ça dans une équation, et c'est même très dur de le dire. Moi, je préférerais travailler avec un tel qu'avec un tel. C'est même très dur de le dire, parce que ça veut dire qu'au deuxième, tu lui dis, ben, moi, je préfère plutôt un tel que toi. Et c'est dur à dire, parce qu'effectivement, on est dans un collectif assez nombreux, alors que ça ne veut pas forcément dire que ça serait impossible de travailler avec tel autre. Mais je pense que dans l'équation qu'on est en train de faire, qui est quand même assez compliquée, et d'ailleurs c'est normal, hein, parce que l'équation est complexe au départ, on n'intègre pas assez cette donnée-là, et peut-être trop d'autres données. Et puis, on n'est pas maître de l'équation non plus, il faut dire, parce que du coup, on n'est pas maître d'œuvre sur les prochains sites, donc on est obligé de s'organiser au fur et à mesure de ce que la ville nous propose en fait comme plan. C'est ça, oui, en plus ça a beaucoup varié de ce côté-là, enfin beaucoup varié. En même temps, ça fait longtemps. C'est-à-dire beaucoup varié, tu peux en parler un peu? Alors, ce qu'on sait depuis assez longtemps, on va dire depuis au moins 2 ans, en tout cas, c'est les bâtiments qui sont mis. Même si à un moment, bon, Tissot fait sortir du truc et puis finalement il revient, et ça finalement, ça changeait quand même beaucoup de choses, qu'il y soit ou pas. Le fait qu'il y ait tel type de travaux ou pas, bon, ça change des choses. En revanche, ça c'est ce qui a varié. On va dire qu'on savait depuis le début. Ça, par contre, c'était assez. Excuse-moi, je reviens en arrière. Vas-y. On savait depuis le début, c'était une promesse. Après, c'est une promesse de politique, mais c'était une promesse qu'on allait être relogé. Donc ça changeait quand même beaucoup de choses par rapport à RVI, où il y a eu toute une période où peut-être que c'était rien. Et donc ça, en fait, finalement, quand même, sur la sérénité des débats, ça change beaucoup de choses. Après, on s'est retrouvé avec ce bâtiment, et là aussi, une fois de plus, enfin, comme je compare une fois de plus avec le changement précédent, où on a su très très tard qu'on allait venir ici par rapport au départ de RVI, alors que là, ça fait assez longtemps, en tout cas à peu près 2 ans, je dirais, je n'ai pas les chiffres en tête, qu'on connaît le bâtiment La Robinetterie, qu'on a pu le visiter, qu'on a vu le bâtiment Tissot un petit peu plus tard, mais on a pu le visiter. Donc petit à petit, en tout cas, on s'y fait au fait qu'on sera là-bas, donc ça rend les choses plus sereines. Et du coup, moi ce que j'ai l'impression, c'est qu'on veut un petit peu trop calquer justement, on veut un peu trop la continuité, hein, la continuité du service public, le côté, bon, ben, l'association Lamartine telle qu'elle est actuellement, voilà, on veut garder ça et le transposer sur 2 bâtiments qui sont à 2 bouts, etc. Donc pour moi, ça c'est un tout petit peu, une fois de plus, un petit peu présomptueux et en tout cas un petit peu, on aurait pu un petit peu plus anticiper chaque individu, qu'est-ce qu'il a envie et de quoi il a besoin, mais pas forcément essayer de transposer ce dont l'association Lamartine a besoin. Parce que pour moi, l'association Lamartine, elle est juste un outil qui était au service du fait qu'on était Lamartine. D'ailleurs, elle porte bien son nom pour moi, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de Lamartine et que peut-être que ça sera complètement autre chose, organisé complètement différemment. Et je trouve qu'on a un petit peu trop tendance à vouloir faire rentrer l'association Lamartine sur le bâtiment Tissot, Robinetterie, Villa Pionchon, enfin là où on va, alors que on a bien vu que l'association Lamartine est complètement différente de ce qu'était le CFA RVI, parce que c'était un autre projet finalement.
Et c'est plutôt les gens, Donc toi, tu ferais gens qui sont passés de l'un à l'autre. tu ferais un peu un retour en arrière, en fait, c'est-à-dire de reloger un peu les compagnies qui composent C'est ça. Ah, tu ferais ça, oui. Parce que là, il est bien question du relogement de L'association. Mais c'est ça, moi je trouve que c'est un grand tort. Ok. Voilà. Pour moi, l'association, elle n'a aucun. Et pourtant, je me suis battu, peut-être je suis un de ceux ici, et peut-être le plus, celui qui s'est le plus battu pour que cette association Lamartine, elle existe, et qu'elle soit unitaire, et qu'elle ait des possibilités financières, on en parlait, le modèle économique, etc. Ça, je me suis énormément battu. D'ailleurs, ça m'étonne, d'ailleurs, c'est très, très amusant. Je me vois être. À prôner le fait que ça n'a aucun intérêt, alors qu'il a fallu, pendant des années, auprès des mêmes personnes, éventuellement, que je prône que ça avait un intérêt de s'associer et de faire une organisation qui nous ressemble. Mais pour moi, à partir du moment où on change de truc, l'association n'a plus aucun intérêt, enfin, pas qu'elle n'a pas d'intérêt en soi, mais justement parce qu'elle sera de toute façon inadaptée à ce lieu et on trouvera bien un mode d'organisation. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de reloger toutes les personnes qui sont ici, une sorte de collectif, on en parlait, qui s'est créé, avec... on a des cercles proches, tous, qui se sont faits comme ça, des cercles un peu plus lointains, etc. Mais au bout du compte, ça fait un groupe d'un certain nombre de personnes, qui est d'ailleurs un petit peu flou, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment permanents, sauf qu'ils le sont un peu moins, ceux qui viennent une fois par an, etc. Mais c'est plutôt, pour moi, l'idée, c'est plutôt de faire suivre ça. Et effectivement, ça ne suit pas du tout le modèle qui a été choisi. Là, je suis très minoritaire. Ça vient d'une déception de ta part ou pas? Est-ce que tu as une déception à cet endroit-là? À cet endroit-là, oui. Ouais. Oui, c'est sûr. Enfin, c'est une déception, et en même temps, je me dis, de toute façon, bon, bah, ça sera comme ça. Enfin, c'est une déception. Je pense qu'on aurait pu mieux faire dans la manière, justement, dont on... Là, c'est un peu... On parlait tout à l'heure de la ville ou des trucs extérieurs, où on aurait pu être un petit peu plus... sioux avec eux, justement, dans la manière... Mais par contre, en gros, on a utilisé un petit peu trop notre intelligence collective pour faire que ce collectif, enfin cette organisation et cette association, elle puisse rentrer dans ces bâtiments, etc., à créer des trucs, alors que pour moi, on aurait mieux fait d'utiliser notre énergie à dialoguer avec la ville, etc., à faire des trucs, et plutôt avec les gens qui sont là, et on verra comment on s'organise, quoi. La friche de demain, c'est-à-dire entre les deux, on va avoir quand même deux sites qui sont voire de trois, part et d'autre. parce que le village sera quand même un peu séparé du reste. On est d'accord. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur l'association Lamartine? Comment tu l'envisages ça? Comment tu le penses ça? Est-ce que ça sera toujours une seule entité ou est-ce que ça sera trois entités qui... Enfin, je sais pas, hein, est-ce que ça va être au bout d'un moment que ça va finir par faire trois friches, par exemple? Enfin, j'en sais rien. Est-ce que toi, comment tu l'envisages ça? Comment tu le projettes? Bon, il y a en même temps ce que je souhaite, en même temps ce que j'imagine, comment ça va se passer, parce que du coup, je commence à avoir une certaine expérience entre ce qu'on imaginait. En tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que ça va changer du tout au tout. Parce que je vois bien, même ceux, et ça, je l'ai vu sur le dernier déménagement, mais je l'ai vu sur d'autres trucs, ça ne marchera pas de se dire, notre système actuel, pouf, on le met, il est hors sol, et en fait, on pourrait le faire n'importe où, on pourrait être... ça serait la même chose si on était chez les Esquimaux ou en Afrique. Non, en fait, non. La manière dont le nombre de lieux, le fait qu'ils soient distants, le fait qu'il y en ait des petits, des grands... Enfin, tout ça, ça va influer. Simplement, ça sera plus ou moins cauchemardesque ou en tout cas hystérique selon si on s'accroche plus ou moins, on va dire, à l'existant. Parce que je pense que l'existant, de toute façon, il va exploser. Après, est-ce que ça sera trois friches? Moi, je ne pense pas que ce sera trois friches. Par contre, je pense que si on fait comme s'il n'y avait pas trois lieux, si on fait comme s'il n'y avait pas trois friches, on va se planter et ça va aller effectivement vers des choses qui sont assez compliquées parce que, qu'on le veuille ou non, on l'a vu ici, moi je connais mieux les gens qui sont à côté de ma salle de répétition que loin ceux des qui yeux, sont loin du à cœur. l'autre bout. Voilà. Et quoi qu'on fasse, le gars qui sera dans la Villa Pionchon, un jour on lui dira tiens, il faut que tu ailles faire des travaux dans les bureaux de Tissot. Bon, je pense qu'il aura une motivation qui sera beaucoup moins grande que pour faire des travaux ou je ne sais quel engagement, etc. Donc, de toute façon, ça se fera. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que justement, ça, on l'acte dès le départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation type. On verra comment ça s'organise, ou en tout cas, on se réorganisera comme on s'est organisé ici, presque à partir de rien. Après, il y en a qui préfèrent bouger l'association et que l'association bouge. C'est pas ma manière de penser, mais je pense que ça va se faire plutôt comme ça, parce que j'ai bien constaté que j'étais minoritaire sur cet aspect-là. Donc voilà, je pense que l'association Lamartine se retrouvera à gérer les trois lieux dans un premier temps. Après, comment ça va évoluer après, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
ça ne pourra pas être l'organisation actuelle qui gérera ces 3 lieux. Oui, c'est pas le modèle actuel Voilà. qui permettra en fait la gestion sereine et saine en fait de la prochaine friche. On est bien d'accord. Ouais. Est-ce que tu as une doléance en fait sur la prochaine friche ou quelque chose Bah moi, une fois de plus, ce que je cherche, c'est à ce qu'il y ait un maximum de possibilités artistiques. Une fois de plus, le mode d'organisation, pour moi, il est second. C'est-à-dire que d'abord, on a les gens qui font des choses ensemble et la légitimité pour laquelle on est là, c'est son attractivité artistique en tant qu'artiste et qu'individu, on va dire. Donc, la doléance, c'est que ce soit un lieu adapté aux activités artistiques des uns et des autres. Et là, je parle des gens. Si éventuellement, parce que je vois bien, du coup, on a commencé par faire le constat et que c'était vachement bien qu'il y ait plein d'activités artistiques différentes. Et effectivement, je trouve que c'est très bien d'ailleurs, quand il y a des nouveaux qui arrivent, on essaye d'être le plus ouvert possible pour qu'ils soient le plus différents possible de nous, même si petit à petit, alors là je vais employer un mot qui va peut-être faire bondir, mais je pense qu'on a une petite dérive identitaire. Oh. En fait, tu me fais bondir, moi, déjà. Ouais, C'est-à-dire je pense. C'est-à-dire que je pense que petit à petit, parce que justement, ça fait 8 ans qu'on est là, qu'on est dans un bâtiment qui est à nous, qui est bien délimité, etc., que petit à petit, l'association Lamartine, elle ne représente plus que... Petit à petit, elle a perdu en diversité. On va dire qu'au début, elle a gagné en diversité. Et puis, il y a une sorte de sommet de la courbe qui s'est passé et qu'actuellement, elle perd en diversité. Et elle perd parce que, et ça qu'on le veuille ou non... Et tu parles de quoi? Diversité de classe sociale, de manière de s'engager dans une friche. De qu'est-ce qu'on fait là? En gros, ah, ça en y est, ce moment, ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que petit à petit, il y a des bons frichards et des mauvais frichards. Disons pour qu'on comprenne bien, c'est qu'il y a une forme de hiérarchisation en fait, des engagements des uns des autres qui donne une catégorisation en fait, des personnes et qui donne des possibilités de vote par exemple ou pas en fonction en fait, de son investissement. Mais ça pour moi c'est que la face émergée de l'iceberg. Et c'est là-dessus que toi tu parles d'identitaire, c'est-dire qu'en fait la personne qui sera... En gros, je vais simplifier. Parce que ce mot est fort. Ouais. Alors je vais dire, il y a aussi la friche au frichard. C'est-à-dire, si tu es frichard, si tu es bien on va dire, le mot qu'on emploie... permanent investi. Ouais, si tu es bien investi, ou en tout cas, c'est pas ça le mot que je cherchais, parce que c'est un mot qu'on emploie bien assimilé, on va dire, dans la friche, là tu as le droit de vote, etc. Si tu es mal assimilé, tu n'as plus le droit de vote, et finalement, on fait un système qui est plutôt excluant. En voulant inclure, en disant aux gens plutôt venez plus, mais du coup, si vous venez pas, vous n'aurez pas le droit de vote. Et pour moi, ça c'est un système qui, en se voulant vertueux, est plutôt un petit peu un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt un système excluant. Et c'est ça que je dis qui est un petit peu identitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, il y a un cercle qui est un peu plus petit. On cherche à ce que ce cercle soit un peu plus petit. Mais du coup, ce cercle-là est un petit peu le modèle. Un peu comme dans un pays où tu aurais un pays qu'on appelle identitaire, c'est-à-dire où tu as les gens qui ont un certain mode de vie, qui se reconnaissent, et s'il y a des gens qui arrivent... Le droit du sol, quoi. Voilà, c'est un peu le droit du sol, et en tout cas le droit culturel, c'est-à-dire que vous rentrez, en gros, vous rentrez dans notre truc, et il faut que vous soyez investi de telle manière. Si vous voulez avoir le droit de vote, si vous voulez avoir une influence sur la suite de l'aventure, il faut que vous soyez dans ce cercle-là. Parce que sinon, effectivement, si tu n'as pas le droit de vote... Faut être dans le club, quoi. Faut être dans le club. Voilà, c'est ce que j'ai appelé le club. Effectivement, beaucoup de gens me l'ont reproché. Et est-ce que tu penses que c'est... Parce que ça aussi, il est assez fort, je suis d'accord. C'est un peu fort. Ce mode de fonctionnement-là, en fait, il est assez récent. Enfin, d'ailleurs, il est... Oui. Voilà. Est-ce que tu penses pas que c'est en période de crise, comme on vit actuellement, parce qu'il y a relogement et toutes ces choses-là, on a été amené, en fait, à penser ces statuts, ces catégorisations, en fait, de fléchards. Et une fois de plus, moi, j'ai dit, de toute façon, on essaye de prévoir la suite, alors qu'une fois de plus, moi, ce que je crois, c'est que la suite, on ne la prévoit pas. On ne sait pas comment ça va se passer avec ces 3 lieux, tout ça. On ne le sait pas. Et que justement, pour moi, il faudrait au contraire qu'on ait l'organisation la plus floue possible pour qu'elle soit capable de s'adapter à ces nouveaux lieux, plutôt que de blinder le truc. Là, plutôt, on cherche à blinder, alors qu'on ferait mieux au contraire, peut-être que même on aurait eu intérêt à lâcher un peu la bride sur l'organisation. Tant pis, c'est un peu la pagaille. Bon, tant pis. On verra, parce que comme ça, on sera dans un nouveau lieu et on sera un petit peu plus flou que ça et ça sera mieux. Alors que là, on cherche au contraire, et je vois bien qu'il y a un raidissement, et c'est ça que j'appelle identitaire. Alors après, effectivement, je suis d'accord que ça peut, symboliquement, ça peut faire peur, mais c'est ce côté, en tout cas, c'est qu'il y a une identité de la friche qu'on veut transposer. Et c'est ça qui est compliqué pour moi et qui, effectivement, me fait... D'ailleurs, actuellement, je suis sur cette évolution-là, je suis en opposition assez farouche, et symboliquement, je suis vraiment...
vent debout, entre guillemets. Hein. Je suis vraiment... Alors, autant le côté relogement, je vois bien, il va se passer, il va y avoir des heurts, des machins, des endroits où ça va grincer, ça va couiner, mais ça va se faire. En revanche, si cette évolution-là continue dans le nouveau lieu, là ça me fait peur. Ouais. Parce que cet infléchissement qu'il y a eu, je dirais, depuis 2 ans, que moi en tout cas, je n'ai pas trop vu venir, je le trouve plutôt alarmant. Et, moi en tout cas, il me heurte, et au point où je me rappelle, j'ai dit non. En tout cas, je pense que si on continue à aller à franchir des caps dans cette direction-là, moi c'est sûr qu'à un moment, je me poserai la question de est-ce que je fais partie de cette friche-là ou pas, quoi. Et c'est pour ça que je me dis que ça peut être une richesse qui ait plusieurs pôles, parce que pourquoi pas, s'il y a des lieux où entre guillemets, là, je vais faire les gens qui veulent, en tout cas, qui veulent cette organisation-là, pourquoi pas qu'ils le fassent à l'endroit où ils sont, mais vouloir l'imposer aux autres, c'est ça qui est très compliqué pour moi. Ok, un mot de la fin. Je sais pas. La fin, c'est qu'une fois de plus, je suis plutôt optimiste sur le fait que voilà, on va vers ailleurs et vers autre chose et vers d'autres gens. On l'a bien vu ici, une fois de plus, je pense que ce qui est important, c'est que ce soit les personnes qui sont ici, qui soient relogées dans cet autre endroit. Mais après, on a vu qu'avec le temps, finalement, les choses évoluent beaucoup plus. Ici, les choses ont beaucoup plus évolué, et le casting même a beaucoup plus évolué ici que ce qu'on imaginait au départ. Et je pense que ce sera la même chose. Là, je vois bien, il y a des gens qui sont ici et qui sont bien ici, qui envisagent éventuellement de ne pas continuer l'aventure, alors qu'ils sont pas par amertume, pas parce qu'ils ne trouveront pas leur place, parce qu'ils l'aventure se termine et voilà, c'est ça. Et l'avantage, c'est que ce déménagement, je pense qu'il va nous faire du bien. Ok, eh bien Serge, 2 hôtels, merci. Merci à toi. On a tous quelque chose de beau.